Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape du Tour de la Provence. Aujourd'hui on partait de Marseille pour cette étape où on savait que le vent pouvait avoir un rôle, et il a eu un rôle parce qu'il était extrêmement violent et plutôt de face ce vent, mais on a quand même eu des coups de bordure. Dommage, c'était pas pendant la retransmission télévisée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis comme ça, plus vous cliquez vite sur les notifications sur les vidéos, sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant. Et je remercie les gens qui font ça. Dans les commentaires, ça c'est seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie également les gens qui le font. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo du Tour de la Provence. Comme je le disais, une journée marquée par le vent, un vent omniprésent aux alentours de 70-80 km/h dans certains secteurs. Un vent qui a été présent pendant toute l'étape, mais pas de chute. J'ai eu l'impression énorme. Après, il faudra quand même vérifier ça ce soir, avec peut-être les communiqués des équipes, mais une étape, oui, où le vent a été prédominant, et un vent qui a été de face sur la dernière partie de course, mais qui a été de côté en tout début de journée et qui a créé d'énormes cassures. Et aujourd'hui, vous avez des coureurs qui ont déjà perdu la course. On n'a plus qu'une trentaine, quarantaine de coureurs qui peuvent se jouer la victoire. Notamment, il y a des coureurs comme Ackermann aujourd'hui, ils ont fini à 11 minutes. Vous avez Agniolkowski, il a fini à 16 minutes même. Donc, alors, c'était pas des coureurs qui jouaient véritablement la gagne, ils jouaient plutôt les étapes. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu jouer l'étape parce qu'ils se sont retrouvés extrêmement loin. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui ne pourront pas faire un bon classement général, et des équipes même qui ne pourront pas marquer énormément de points sur ce Tour de la Provence. C'est toujours un petit peu dommageable quand on vient pour la course au point, UCI notamment, sur cette épreuve du Tour de la Provence. Mais oui, le vent, alors c'est pas la première fois qu'il y a du vent sur le Tour de la Provence, c'est régulièrement qu'on a du vent sur le Mistral, sur la Tramontane qui souffle dans cette région, et surtout en février, on a souvent du vent. Et là, c'est vrai que ça a été très difficile à gérer pour les différentes équipes. On a eu beaucoup d'attaques dans le final, parce que comme on n'avait qu'une quarantaine de coureurs, on a eu beaucoup d'attaques, surtout entre 40 km de l'arrivée et je dirais 25, mais c'était assez désordonné. Il n'y avait pas forcément de groupe qui arrivait à sortir, et ce qui a été le problème, voilà, pour battre les sprinteurs, il aurait fallu s'organiser. Sauf que Mats Pedersen a parfois fait partie de ces groupes-là, et qu'on a eu du mal à tromper l'équipe Lidl Trek, à part un coureur, mais en solo c'était un petit peu difficile pour aller au bout. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Le vainqueur du jour, Sam Bennett, parmi les coureurs au top. Et oui, Sam Bennett, le Tour de la Provence, ça lui réussit bien, parce que l'an dernier, il avait déjà été assez efficace sur cette course, même s'il n'avait pas gagné. Alors, on s'était dit, ah tiens, Sam Bennett du côté de la Décathlon, c'est quand même pas si mal pour le coureur irlandais, parce qu'à ce moment-là, on se demandait où il en était. Sam Bennett, après des soucis physiques assez récurrents pour le coureur irlandais. Et bien là, il a été très bon. Il a été très bon, Sam Bennett, et surtout intelligent dans son placement. Alors déjà, il a été bien entouré avec notamment Pierre Gauthera et Dorian Godon. Deuxièmement, il a réussi à passer une étape avec 2600 mètres de dénivelé positif. On s'en était déjà aperçu l'an dernier, notamment sur l'étape de Paris-Nice au Muro. Il a vraiment progressé sur les bosses. C'était pas forcément le plus mauvais, hein. Moi, je me souviens notamment à Burgos en 2020, où il avait été efficace sur une arrivée comme ça en montée, mais c'est vrai que de base, Bennett était un pur sprinter, et maintenant il passe de mieux en mieux les bosses. Alors c'est pas Wout van Aert non plus, Sam Bennett, mais c'est quand même un coureur qui a progressé là-dedans, et là on voit que 2600 mètres, maintenant ça ne lui fait plus peur. Et puis ensuite l'intelligence dans le final, parce qu'il n'a pas lancé trop tôt, il n'a pas hésité à se faire déborder par certains coureurs qui ont décidé d'un petit peu lancer le sprint, d'anticiper. Je pense à Marie Vandenberg, je pense à Pedersen, sauf que vent de face, c'était une énorme erreur.
Et grosso modo, Sam Bennett, il les a dépassés à l'injection. Il a réussi à trouver un tout petit trou de souris entre les deux coureurs, mais c'est passé. Et puis ensuite, il avait suffisamment d'avance pour s'imposer, même s'il n'était pas sûr de lui. C'est ça qui était assez surprenant avec Sam Bennett, c'est que pour moi, la victoire avait l'air, même vue de face, un petit peu large. Et j'avais l'impression qu'il n'était pas sûr de lui. Donc, ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, j'ai peut-être un doute, je me suis peut-être fait avoir par le positionnement de la caméra, qui peut parfois vous tromper. Mais non, pas du tout. Sam Bennett était largement, bien devant aujourd'hui, avec quand même un bon demi-vélo d'avance sur Cubis, notamment le coureur de la Unibet. Mais très beau sprint de la part de Sam Bennett. Et puis surtout, belle course de Pierre Gauthera aussi, parce que Pierre Gauthera, pour le classement général, il va falloir s'en méfier. Dorian Godon aussi. Mais pourquoi pas même un Sam Bennett, parce que demain, 2400 mètres de dénivelé positif. Est-ce que la côte de première catégorie, qui est quand même une côte de première catégorie à 4,5% ou 5%, il va pouvoir la passer, peut-être Sam Bennett. Et alors, à partir de ce moment-là, Sam Bennett pour le général, ça deviendra quelque chose de dangereux. Mais il faudra attendre demain. Sinon, on a quand même Pierre Gauthera et Dorian Godon, qui sont en capacité de faire ça, surtout que les deux ont l'air plutôt en bonne condition physique, parce qu'à un moment, Pierre Gauthera, il a été comblé un écart, parce qu'il y avait des coureurs qui avaient réussi à s'échapper un petit peu devant le peloton. Il a comblé un écart, vraiment, il a mis pas mal de coureurs un petit peu en difficulté, et c'est la première victoire de la Décathlon qui démarre un peu plus tard son nombre de victoires que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était une équipe qui avait gagné assez tôt, et là ils ont mis un petit peu plus de temps. Par contre, on les voit quand même depuis le début de saison, même s'ils sont moins omniprésents que l'an dernier, où ils avaient été assez impressionnants, il faut bien le dire. Deuxième coureur top, Alexis Renard. Efficace ce cours de la Cofidis, lui aussi il a été intelligent dans son placement. Alexis Renard, il n'a pas lancé trop tôt, il a lancé en bon timing. Le seul regret qu'on pourra avoir du côté d'Alexis Renard, c'est qu'il a mangé beaucoup de vent dans les 4 derniers kilomètres. C'est là où il doit travailler, je pense, encore dans son placement. Alexis Renard, notamment pour Brian Cocard, parce qu'on sait que ça fait partie du train de Brian Cocard, c'est qu'il était vraiment pas positionné dans les roues des adversaires. Or, l'idée, c'est quand même d'être dans les roues des adversaires pour essayer de se protéger du vent. Et là, à des moments, il remontait pas le peloton, mais il était vraiment en plein vent, donc il mangeait du vent, là vraiment, Alexis Renard. Donc ça lui coûte forcément un petit peu d'énergie aux coureurs français. Après, il fait quand même dans le final un très bon sprint. Là, il a été efficace dans cet exercice aujourd'hui, Alexis Renard, et ça fait encore, alors pas grand-chose, 3 points UCI, mais ça fait surtout un résultat du côté de la Cofidis. On est plutôt sur une bonne dynamique du côté de cette formation sur ce début de saison. Et puis, lui, il cherche encore sa première victoire chez les professionnels, parce qu'il a beaucoup de places d'honneur, 5e de Paris Tour, l'an dernier, 3e du Tour de Wallonie, 2e du Cholet Aglo Tour, mais pas encore de victoire dans la carrière d'Alexis Renard. Ça sera peut-être demain, ça sera plus compliqué du côté de Arles normalement, donc ça devrait être un gros sprint. Et puis ça montre que la condition physique est là, ça montre que le retour en France a été bon, parce qu'il était avec Brian Cocard du côté du Tour de Lander, et de tout cet enchaînement de courses en Australie. Il a même fait la Cadel Evans, et forcément 12 jours, 13 jours après, parfois c'est compliqué de remettre en route, déjà parce que vous avez le décalage horaire qui crée de la fatigue, mais aussi le changement de température. En Australie, il faisait 30 degrés, plus de 30 degrés même parfois, alors que là, autour de la Provence, on était plutôt aux alentours de 10-15 degrés, donc parfois il peut y avoir un petit choc thermique, surtout quand on revient à l'entraînement, qui peut être compliqué à gérer, mais ça s'est plutôt bien passé pour lui, qui fera beaucoup de classiques, je le vois, Umlout, Kurn, Grand Prix de Denain, Gand, à travers la Flandre, Tour des Flandres, Chelles des Prages, vous rajoutez même Grand Prix Cric-et-Lyon, Jean-Pierre Montserrat. À part le Samin, il n'y a que le Samin, voilà, qui n'est pas dans son programme pour le moment, mais sinon il fait toutes les autres grosses classiques pavés, donc on va souvent le voir, Alexis Renard, au mois de mars. Il doit y avoir au moins une dizaine de jours de course en mars pour lui, et que sur des classiques pourtant, mais ouais, il doit faire une bonne dizaine de jours de course au mois de mars.
Donc ça va être un sacré calendrier. C'est assez rare de voir des coureurs faire autant de classiques. Lui qui, on se souvient, était passé par Israel Cycling Academy dans ses jeunes années, avant de rejoindre la Cofidis en 2022. Ça fait déjà 4 ans qu'il est à la Cofidis, Alexis Renard. Coureur en fin de contrat, donc coureur qui a envie de se montrer aussi à 25 ans. Tu as envie de montrer aux autres que tu sais faire des bonnes choses. C'est un très bon équipier pour faire un train, Alexis Renard. Donc ça, il faut pas négliger cet aspect-là du côté du coureur français, donc bon sprint. Troisième coureur, un coureur de la team Unibet. Alors je rappelle, j'ai toujours les anciens maillots. Pourquoi l'UCI les a toujours pas mis à jour? Je vais encore attendre une semaine. Si dans une semaine, on a toujours à la fin de l'UAE Tour, si j'ai toujours pas les maillots, je prendrai les maillots sur le site Pro Cycling Stats. Mais j'aime moins parce qu'ils sont en plus petite résolution, donc ils sont un peu plus moches. Et que mes gabarits étaient faits sur les maillots de l'UCI, tout simplement, et pas sur les maillots Pro Cycling Stats. Donc il faut que je refasse des gabarits. Sur le logiciel de montage, voilà, pour que ça soit bien calé parfaitement au millimètre. Bon, du côté de la Unibet, pas Kopecky, pardon. Kubic, Lukas Kubic, le coureur de la Unibet, Thier Marocain, je rappelle, équipe française désormais. C'est pour une question de sponsoring parce que cette équipe-là, elle est quand même encore très néerlandaise. Lukas Kubic, gros début de saison. On l'avait vu également 10e sur l'étoile de Bessèges avant l'abandon de sa formation. Mais coureur qui a amené pas mal de résultats. Première année chez Unibet. L'an dernier, il était chez Elkov Kasper, qui est une équipe tchèque. Et puis, il avait commencé à la Dukla Banska Bystrica, équipe slovaque, cette formation, qui est professionnelle depuis 2004. 2004, oui. Ouais, elle est connue des coureurs. Je vois les frères Velits, par exemple. Tiens, en 2004, ils étaient dans cette formation-là. Peter et Martin. Et il y a eu Matej Visna. Oui, non, il y a eu Juraj Sagan. Ah, il y a peut-être Sagan qui est passé, non? Juraj Sagan. Peter, également, était passé dans cette formation. Voilà. Aussi. En 2009, avant d'aller chez Liquigas à l'époque. Matej Jurko aussi, pour ceux qui se souviennent, des coureurs des années, de fin des années 2000, début des années 2010. Robert Nagy aussi. Bon. Quelques coureurs sont passés dans cette formation. Et notamment des mecs qui ont fini dopés. Ce qui est intéressant avec Kubic, c'est de voir qu'il arrive tout de suite à s'intégrer à cette formation. Je trouve aussi que cette formation a changé sa manière de faire. On les voit beaucoup à l'avant des pelotons. On l'a vu aujourd'hui encore. On les voit assez présents quand même à l'avant de la course. Il y en a quand même quelques-uns qui sont dans le groupe de tête du côté de la Unibet. Je trouve que c'est une équipe qui progresse et qui progresse plutôt pas mal. La Unibet, ça fait 3 saisons désormais que cette formation existe. Une année en Continental, c'est leur 2e année en Conti Pro. En Pro Series. Je dis toujours Conti Pro alors que ça doit faire au moins 3 ans ou 4 ans qu'on dit plus Conti Pro. Mais ça fait depuis quelques années où vraiment ils font du bon boulot. On n'a pas encore parlé de la présentation de cette équipe. Elle arrivera, je pense, lundi, mardi. Il y aura quelques présentations en début de semaine. La fin des présentations, ça va être la semaine prochaine. Enfin, certains diront, parce que mi-février, c'est tard. Mais du côté de Kubic et de cette formation, je trouve qu'on prend vraiment ses responsabilités. Il y avait eu Bondboy également sur le Trofeo 16 Salines qui avait été pas mal. Et notamment sur l'action de Mohoric, où Mohoric annonce pas un danger à ses adversaires, ce qui est normalement doit être le cas. Et on voit tout de suite le Unibet, ils ont été l'engueuler, ils ont été vraiment se charger. Il n'y a plus de complexe d'infériorité du côté de cette formation. Ce qui était un peu le cas avant. On sent que maintenant ils sont intégrés au monde professionnel et ils veulent montrer qu'ils sont là, que c'est pas une équipe de rigolos. Tietjema veut montrer aussi que c'est pas un rigolo. Il est là dans le cyclisme. C'est pour être professionnel et pour tenter de donner le maximum. Donc on sent que c'est un projet qui est intéressant
Voilà du côté de Unibet, et on va voir maintenant ce que ça va faire du côté de cette formation sur la saison. Mais je trouve que le début d'année est plutôt pas mal. Et puis je termine avec Samuel Leroux. Alors, on a eu beaucoup d'attaques du côté de l'Arkea, du côté de la Total, qui nous ont animé cette fin de journée, notamment Raoul Garcia-Pierna, Matteo Vercher. Mais c'est vrai que l'attaquant le plus marquant, ça a été Samuel Leroux. Bel effort pendant 18 km vent de face. Je pense qu'il perd, enfin peut-être qu'il ne gagne pas l'étape aujourd'hui. Il y a quelques virages qui sont mal pris du côté de Samuel Leroux. C'est dommage, peut-être pas encore une maîtrise complète de son matériel, parce que je trouve qu'il y a pas mal de virages où il n'arrive pas à clipper, ce qu'on dirait en Formule 1, à clipper la corde, c'est-à-dire à prendre vraiment la corde à l'intérieur. Souvent il est assez trajectoire extérieure, et ça vous ralentit, ça vous fait faire un peu plus de kilomètres. Et ça, je regardais ses trajectoires dans les 10 derniers kilomètres, c'était pas très propre. Malgré tout, très belle journée quand même à l'avant de la course, et puis il est en forme, il se montre. Samuel Leroux, parce que c'est important quand on vient de Continental de montrer qu'on a le niveau, et je pense que ses employeurs doivent être contents, notamment Jean-René Bernaudot, parce que il montre qu'il est en forme. Il l'avait déjà montré sur le Halou-Latour, où sa formation, la Total, avait été plutôt performante, puisque c'est vrai que la Movistar est très en vue, mais la Total, c'est pas mal quand même non plus sur ce début d'année. Je trouve qu'on les voit plutôt pas mal. Alors en même temps, il faut qu'on les voit, parce que les invitations pour les grands tours, c'est pas dit que ça soit si facile que ça désormais pour la Total, et pour être invité sur des grosses courses du calendrier. Donc il faut se montrer. Alors on sait que dans les tuyaux, il semblerait que ça soit même une demande de Christian Prudhomme de pouvoir inviter une équipe en plus, de ne pas partir à 22 équipes, mais à 23. C'est une demande qu'a exprimé Christian Prudhomme. RCS et l'UCI doivent également s'intéresser à ça, parce que en gros il veut inviter une équipe en plus. Il aimerait bien inviter toujours la Tudor, enfin inviter la Uno X et inviter en plus la Tudor avec Julien Alaphilippe. Donc c'est une demande qu'a fait l'organisateur, et ça aiderait RCS tout simplement parce que ça permettrait d'inviter l'ex-Coratec potentiellement, ou encore d'autres formations de Conti Pro, enfin de Pro Team, et ça permettrait également pour le Tour d'Espagne d'inviter Kern Pharma, alors que normalement on fait tourner un petit peu dans les équipes, donc on ne peut pas inviter Kern Pharma. Ça permettrait d'inviter Kern Pharma aussi, donc on verra si l'UCI décide de faire ça dans les jours à venir. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au flop du jour, les bonnets d'âne. Matthias Kopecky. Ah oui, le problème de Matthias Kopecky, c'est qu'il est dans une équipe, le team Novo Nordisk, qui est pas une grosse formation, et là ça s'est vu aujourd'hui, les coups de bordure et la course qui a été dure. C'est vrai que Sam Bennett, là je viens de le voir, l'a dit en interview, en fait il était distancé à un moment, et c'est ses coéquipiers qui lui ont permis de revenir. Kopecky il n'a pas eu ça, et donc au final il finit à 11 minutes. C'est dommage, parce que c'est un coureur qui a un gros potentiel, je trouve, Kopecky. On en a déjà parlé lors de la présentation de la Novo Nordisk. Ça serait bien qu'il soit dans une autre équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une structure qui n'est pas suffisamment forte pour l'aider. Et il arrive quand même déjà à faire des résultats sur des Coupes de France, ce qui n'est pas loin d'être miraculeux. Mais ça serait bien qu'il soit dans une structure un peu plus importante. Alors ça arrivera peut-être, mais à chaque fois, j'ai de la frustration quand je le vois, parce que je me dis « Ah, ça pourrait être tellement mieux du côté de Matthias Kopecky ». Et là aujourd'hui, c'est pas suffisant pour le coureur tchèque qui est né à Rotterdam. C'est rare, les Tchèques ils sont nés à Rotterdam, mais c'est le cas de Matthias Kopecky. J'espère que demain ça sera mieux pour lui, mais c'est vrai qu'il y avait l'opportunité sur cette course de faire un bon classement général, et ça s'est un peu cassé sur cette première étape et ses coups de bordure. Mais encore une fois, ça demande de l'expérience, ça demande de la maîtrise, ça demande surtout une équipe autour de soi, et là c'est ce qui manquait à Kopecky. L'AEF, j'ai pas du tout compris leur travail. Alors autant la Lidl a beaucoup travaillé, il manque peut-être un peu de main d'œuvre sur la fin, mais bon, heureusement que la Lidl a été là pour créer les coups de bordure, pour enlever certains sprinters et éviter qu'ils reviennent, et puis surtout pour revenir sur Samuel Leroux. Autant l'AEF, à part désorganiser le peloton, ils n'ont pas servi à grand chose. J'ai trouvé leur travail quasiment inexistant, alors qu'ils étaient donc 5 ou 6
selon Audrey Cordorago, je n'ai pas vérifié, mais ils étaient quand même nombreux du côté de EF. Ils n'ont pas mis un coup de pédale dans la journée, alors je me disais, ils mettent pas un coup de pédale dans la journée, ok, ils n'ont pas roulé à 2-3 moments. Alors ils vont faire un super train pour Marine Vandenberg, et je me disais, la Lidl va se retrouver à avoir un manque de main d'œuvre, pas de problème, l'AEF va faire le job, et Marine Vandenberg va peut-être pouvoir battre Pedersen. Ouais. Bah pour ça, il aurait fallu rouler à un moment. Et le gros problème de cette formation, c'est qu'ils n'ont pas roulé de la journée. Et même dans le final, pourtant il y a Cepeda, il y a du monde qui peut emmener, Marine Vandenberg, ce qui fait il suit en fait, grosso modo, le train de la Lidl Trek. Alors il n'y a qu'un coureur de EF qui va à un moment s'intercaler dans le train de la Lidl Trek. Mais il aurait fallu que cette équipe fasse un train complet pour son leader, et c'est ça qui a manqué. Ce qui fait que Vandenberg, comme il n'est pas super bien placé, il se dit je suis derrière Pedersen, faut que j'anticipe, donc il décide de lancer son sprint trop tôt pour pouvoir surprendre Pedersen. Sauf que il surprend pas trop Pedersen qui lance aussi son sprint à ce moment-là. La différence c'est que les deux font pas une très belle course à la fin. Ça fait pas un très gros résultat alors qu'il y avait de la place aujourd'hui, notamment vu la densité de la liste de départ. Et ça a permis à Bennett, Renard, Kubis notamment de tirer les marrons du feu alors que Vandenberg et Pedersen, eux, n'ont eu que leurs yeux pour pleurer et que des regrets par rapport à leur manière dont ils ont amené ce sprint et dont les coéquipiers, surtout de Marine Vandenberg, ont amené ce sprint. Donc petite déception de ce côté-là, du côté de l'AEF. Et puis Pedersen, bien entendu, un bonnet d'âne du jour. Il lance beaucoup trop tôt, Pedersen. Alors, il a eu peur, je pense, de se faire surprendre par Marie Vandenberg, mais vu où il lance Marine Vandenberg avec le vent de face, ça pouvait pas marcher. Je pense qu'il a oublié, Pedersen, qu'il y avait du vent de face, je sais pas, mais il a lancé comme si c'était un sprint classique. Alors parfois il fait cette erreur-là de vouloir lancer extrêmement tôt, et là ça a été pour moi la grossière erreur de Pedersen, c'est qu'il a lancé trop tôt. Et ce qui fait qu'à la fin, tout le travail de ses équipiers n'a pas servi à grand chose. La Lidl a roulé pendant toute la journée, Julien Bernard s'est démené, Bokeh Mollema aussi. Mais Pedersen, qui était pourtant bien emmené, contrairement à l'AEF, et Marine Vandenberg, rate complètement son sprint. Il lance pas correctement. Peut-être aussi d'avoir fait le sprint intermédiaire avant, ça n'a pas aidé du côté de Mats Pedersen, mais c'est pas un très bon sprint aujourd'hui et il fait pas le même début de saison que l'an dernier, Mats Pedersen, où il accumulait les victoires, il avait accumulé énormément de confiance. Là c'est un petit peu plus calme pour le moment du côté du coureur danois. Allez, on regarde tout de suite les différents classements de cette journée. On finit avec les différents classements. J'ai juste pas le classement du chouchou du public. Faut savoir que c'est un classement sur le Tour de la Provence. Vous pouvez voter sur les sites internet pour avoir le chouchou du jour. Je pense que Samuel Leroux aura une bonne place. Sam Bennett donc s'impose aujourd'hui devant Lucas Kubis et Alexis Renard. Pedersen donc 5, Vandenberg 6 sur cette étape. Fred White 10. Avec un Mohoric qui n'a pas indiqué les petits dangers à ses petits camarades du côté de la Bahreïn. C'est aussi ce genre d'attitude, ça serait à sanctionner. On a des cartons jaunes, normalement c'est fait pour être utilisé. Ça serait pas mal que... Alors c'est pas permis techniquement par le règlement, mais bon, ça serait bien peut-être de le rajouter. Autant être poussé par un spectateur, voit un carton jaune, je pense qu'on peut le retirer. Autant ça pourrait être rajouté au règlement. On s'aperçoit quand même qu'il y a seulement 36 coureurs qui sont dans le temps du vainqueur. Et on a déjà pas mal de coureurs à 11 minutes 30, la moitié du peloton est déjà à plus de 11 minutes 30, notamment du côté de la Wagner-Bazin, on n'a qu'un seul coureur, Marco Tisa qui était dans le bon premier peloton, Mathis Lebert, Tim de Klerk, et on a aussi un groupe à plus de 16 minutes, où notamment on avait Aniolkowski, le sprinter polonais, Ackermann lui finit à 11 minutes. Mais voilà, on a perdu pas mal de monde sur cette étape, comme je vous l'avais précisé. Et puis quelques abandons, parce qu'ils ne sont que 105 dans le peloton. On a perdu notamment de Wagner, de Van Driesel, je crois.
Non, qu'un seul Van Driesel, mais voilà, on a perdu 2 Wagner Bazin aujourd'hui. Du côté du général, donc Sam Bennett en tête devant Kubis et Alexis Renard. Du côté du classement du maillot vert, Sam Bennett en tête devant Kubis et Mats Pedersen, qui avait pris des points au sprint intermédiaire. Maximilien Julliard en tête du classement de la montagne. Il faut savoir qu'il y a eu une petite échappée en début de journée, mais vraiment pas très longtemps, avec Raoul Garcia Pierna et Damien Girard. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Raoul Garcia Pierna qui est en tête devant Thibaut Gruel et Pierre Gautera. Et là, on a une dizaine de concurrents qui sont dans le temps du leader. Et puis la Décathlon qui est en tête du classement par équipe, en sachant que là, on a 8 formations qui sont dans le temps du leader du côté de ce classement. Demain, étape qui va être un peu plus plate encore qu'aujourd'hui. Là aujourd'hui on avait 2615 mètres de dénivelé positif. Demain ça sera un petit peu plus calme aux alentours de Manosque, 2430, avec, comme on peut le voir, une étape où on aura une côte de première catégorie en fin de journée, mais qui n'est pas non plus sur des gros pourcentages, hein, cette côte de première catégorie. L'air des Mascos, vous voyez, hein, c'est quand même très régulier. Et puis le final, lui, sera en montée sur les 2 derniers kilomètres. On voit, c'est un petit faux plat montant. Donc il faudra le prendre en compte du côté du sprint et pas lancer trop tôt. Et on sera au nord du département des Bouches-du-Rhône. Voilà, on sera plus dans les terres pour cette étape autour de Manosque. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures demain, biathlon, cyclisme sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.